Il portait un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que sa voiture, et a commandé une bouteille de vin valant plus que son loyer mensuel. Pendant 3 heures, il a fait de la vie de Flora un enfer, claquant des doigts, renvoyant des plats parfaitement cuisinés et l'humiliant devant tout le restaurant. Lorsqu'il est enfin parti, Flora a regardé l'addition, priant pour que son arrogance se traduise au moins par un pourboire généreux pour couvrir les frais médicaux de sa fille. Au lieu de cela, elle a vu une seule ligne dentelée tracée dans la section du pourboire, un gros 0 bien gras. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle tendit la main vers la copie du commerçant pour la froisser de rage, mais au moment où elle souleva le papier, elle se figea. Sous le reçu ne se trouvait pas d'argent liquide. C'était une vieille clé en laiton rouillé et une note manuscrite qui forcerait Flora à remettre en question tout ce qu'elle savait sur la mort de son propre père. La pluie martelait les vitres du Gilded Fork, l'un des établissements de restauration les plus prétentieux de Seattle. C'était un mardi, généralement une soirée calme, mais l'humidité rendait tout le monde irritable. À l'intérieur, l'air sentait l'huile de truffe et le parfum coûteux. Flora Jenkins ajusta son tablier, grimaçant, alors que le nœud s'enfonçait dans le bas de son dos. Elle était debout depuis 9 heures. Son téléphone, caché dans sa poche arrière, vibrait contre sa hanche toutes les 20 minutes. C'était le service de facturation de l'hôpital. Encore une fois, se racle la gorge, elle n'avait pas besoin de regarder l'écran pour savoir qu'il demandait le versement de 4 200 $ dus pour les traitements respiratoires de sa fille de 6 ans, Maya. Flora, la table 4 a besoin d'eau. Arrête de rêvasser, aboya Rick, le chef de salle. Rick était un homme qui croyait que crier était une forme de leadership. Il s'essuya le front avec un mouchoir. Et attache tes cheveux plus serrés. On dirait que tu viens de te réveiller. Oui, Rick. Désolé, marmonna Flora, saisissant une carafe d'eau glacée. La table 4 était l'emplacement privilégié. Le box d'angle avec la meilleure vue sur la ligne d'horizon pluvieuse. Ce soir-là, elle était occupée par un homme qui semblait posséder cette ligne d'horizon. Il était plus âgé, peut-être vers la fin de la soixantaine, avec des cheveux argentés sévèrement gominés en arrière et des yeux couleur de silex. Il lisait un journal Financial Times, le tenant comme un mur entre lui et le reste du monde. Flora s'approcha de la table, forçant le sourire de service client qu'elle avait perfectionné après 5 ans de métier. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue au Gilded Fork. Je m'appelle Flora et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous proposer pour commencer ?» L'homme ne baissa pas le journal. Il ne scia même pas. De l'eau pétillante, sans glaçons, et un quartier de citron vert. Si le citron a l'air sec, renvoyez-le. Sa voix était un grondement sourd, dénué de chaleur. Flora marqua une pause, son sourire vacillant pendant une microseconde. « Bien sûr, je vous apporte ça immédiatement. » Elle se précipita au bar. À son retour, elle posa le verre doucement. L'homme, dont elle apprendrait plus tard le nom, Arthur Sterling, baissa enfin le journal. Il regarda le verre, puis elle. Son regard était perçant, analysant son visage comme s'il cherchait une fissure dans un vase de porcelaine. « J'ai dit sans glaçons, » dit Sterling. Flora regarda le verre. Il y avait un seul minuscule éclat de glace flottant près du bord, probablement glissé de la fontaine à boisson. « Je suis vraiment navré, monsieur. Je vais le remplacer immédiatement. »« Ne vous donnez pas la peine, » dit Sterling d'un geste dédaigneux de la main. « Apportez-moi simplement la carte des vins et essayez de la lire avant de me la donner, pour savoir ce que vous vendez. » Les 2 heures suivantes furent un chef-d'œuvre d'humiliation. Sterling commanda un Château Margaux, une bouteille à 600 $. Il obligea Flora à la déboucher, versa une gorgée, puis la fixa pendant qu'il faisait tourner le vin pendant 1 minute agonisante. Il commanda l'entrecôte saignante. Quand elle arriva, il coupa au centre, la déclara à point et poussa l'assiette vers sa poitrine si fort qu'elle faillit la lâcher. « Emportez ça !» aboya Sterling assez fort pour que le couple à la table 5 s'arrête de manger et regarde.
c'est du caoutchouc. Dites au chef d'arrêter d'envoyer des textos à sa petite amie et de cuire la viande. » Flora sentit la chaleur monter à ses joues. Je vous présente mes excuses, monsieur. Je vais demander à la cuisine de la refaire tout de suite. » Ne vous excusez pas. Soyez simplement compétente. Ce n'est pas difficile. Flora se hâta vers la cuisine, les mains tremblantes. Le chef, un homme colérique nommé Gordon, jeta son torchon quand elle rapporta le steak. « Il le renvoie ? C'est parfait !» hurla Gordon. « S'il te plaît, règle ça !» supplia Flora, la voix brisée. « Il est impossible. » Quand elle revint avec le deuxième steak, Sterling le mangea en silence. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas établi de contact visuel. Il a juste mangé, bu son vin cher et observé Flora. Ce n'était pas un regard lubrique. C'était plus froid. Il étudiait ses mouvements, son stress, la façon dont elle frottait son poignet gauche quand elle était nerveuse. Vers 21h30, le restaurant commença à se vider. Flora était épuisée. Ses pieds lui donnaient l'impression de saigner à l'intérieur de ses chaussures antidérapantes. Elle voulait juste que cet homme parte pour pouvoir vérifier ses pourboires. Si elle gagnait 200 $ ce soir, elle pourrait payer la facture d'électricité et racheter une recharge d'inhalateur pour Maya. Sinon, elle devrait choisir l'un des deux. Enfin, Sterling demanda l'addition. Flora imprima le reçu. Le total s'élevait à 785,40 $. Un pourboire standard de 20% sur une telle somme serait de près de 160 $. Cela sauverait sa semaine. Elle posa le porte-addition en cuir sur la table d'une main tremblante. « Merci d'avoir dîné avec nous, monsieur », dit-elle doucement. Sterling sortit une élégante carte American Express noire. Il ne la regarda pas. Il traita simplement la transaction. Quand Flora rapporta le reçu pour qu'il le signe, il sortit un lourd stylo plume de la poche de sa veste. Il griffonna sur le papier un instant. Puis il se leva, boutonna sa veste de costume et regarda Flora droit dans les yeux. « Vous avez les yeux de votre mère, » dit-il. Flora se figea. L'air quitta ses poumons. « Excusez-moi, mais vous avez la posture de votre père. Il s'affaissait toujours quand il perdait. » Avant que Flora ne puisse traiter l'insulte ou cette familiarité déconcertante, Sterling se tourna et sortit du restaurant, ses pas résonnant sur le parquet. Il ne regarda pas en arrière. Flora resta là, paralysée. Comment savait-il pour ses parents? Son père était mort dans un accident d'usine il y a 10 ans. Sa mère vivait en Floride et n'était pas venue à Seattle depuis des années. Elle secoua la tête, essayant de revenir à la réalité. « Concentre-toi sur l'argent, Flora. Prends juste le pourboire. » Elle se dirigea vers la table et ouvrit le dossier en cuir. Elle regarda le reçu. Sous-total, 785,40 $. Pourboire, 0. Total, 785,40 $. À côté du 0, il avait écrit 2 mots d'une cursive élégante et tranchante. Oh, travailler plus. La cruauté de la chose la frappa comme une gifle physique. L'argent. Elle avait besoin de cet argent. Elle sentit les larmes couler, chaudes et rapides. Elle saisit la copie du commerçant pour la froisser, ayant envie de hurler, de le poursuivre dans la rue et de lui jeter le reçu au visage. Mais en soulevant le reçu, elle le vit. Posé sur le plateau noir, complètement caché par le papier, se trouvait un petit objet en laiton. C'était une clé. Elle avait l'air vieille avec le numéro 402 estampé dans le métal, et collé à la clé se trouvait un petit morceau de papier de lin plié. Flora regarda autour d'elle. Le restaurant était vide, à l'exception du commis débarrassant l'autre côté. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Elle ramassa la clé. Elle était lourde. Elle déplia la note. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une instruction terrifiante. La dette n'est pas payée. Allez au casier d'Union Station. Boîte 402. N'en parlez pas à la police. N'en parlez pas à votre mère. Si vous voulez savoir pourquoi votre père est vraiment mort, ouvrez la boîte. Flora fixa la note,
les mots dansant devant ses yeux. Pourquoi votre père est vraiment mort? Le rapport officiel avait été clair. Défaillance mécanique accidentelle. Une machine à presser de l'usine textile Sterling Holloway avait mal fonctionné. Son père, John Jenkins, en était le contremaître. Il avait été écrasé, cercueil fermé. L'entreprise avait versé une petite indemnité, juste assez pour couvrir les funérailles et rembourser la maison. Et l'affaire avait été classée. Flora avait 18 ans à l'époque. Elle en avait 28 aujourd'hui. Flora, la table 4 doit être débarrassée. On veut rentrer chez nous. La voix de Rick tonna depuis le poste d'accueil. Flora sursauta, fourrant la clé et la note dans la poche de son tablier. Ses mains tremblaient si fort qu'elle renversa un verre de vin. Il se brisa, envoyant des éclats de cristal sur la table. « Oh, pour l'amour de Dieu !» Rick s'approcha, le visage pourpre. « Ça sera retenu sur ton salaire, Jenkins. Nettoie ça et pointe. Tu es un désastre ce soir. » D'habitude, Flora argumenterait. Elle supplierait. Ce soir, elle se contenta de hocher la tête. Elle ramassa le verre, l'esprit en ébullition. Sterling Holloway, le nom de l'usine où son père est mort. L'homme qui venait de partir, son nom était sur le reçu de carte de crédit. Elle ressortit la copie du commerçant de sa poche. Arthur Sterling. La réalisation lui donna la nausée. Elle venait de servir le dîner au propriétaire de l'entreprise qui avait tué son père, et il savait qui elle était. Flora pointa sa sortie dans un état second. Elle se changea, mettant son jean et son sweat à capuche dans le vestiaire exigu du personnel, ignorant les bavardages des autres serveuses. Elle s'élança dans la nuit pluvieuse de Seattle. Sa Honda Civic était garée à 3 pâtés de maison parce qu'elle ne pouvait pas se payer le parking avec voiturier. Elle s'assit sur le siège conducteur, la pluie tambourinant sur le toit. Elle regarda à nouveau la clé. 402. Il était 22h15. Union Station était ouverte jusqu'à minuit pour les lignes d'Amtrak et de banlieue. C'était à 20 minutes de route. Son téléphone vibra. C'était Madame Gable, la voisine qui gardait Maya. « Flora, ma chérie. » Maya s'est réveillée en toussant encore. Je lui ai donné le nébuliseur, mais elle est un peu brûlante. Quand seras-tu à la maison? Flora agrippa le volant. Son instinct maternel lui criait de rentrer, de serrer sa fille dans ses bras, d'oublier ce vieil homme fou et ses jeux cruels. Mais la note? Pourquoi votre père est vraiment mort? S'il y avait de l'argent dans ce casier, s'il y avait un règlement qu'il avait caché, ou de l'argent d'assurance, cela pourrait sauver Maya. Cela pourrait lui permettre d'avoir la chirurgie dont elle avait besoin pour ne plus dépendre de machines pour respirer. « Je suis en route, Madame Gable », répondit Flora par SMS. « Je m'arrête à la pharmacie dans 40 minutes. » Elle enclencha la vitesse et se dirigea vers le centre-ville. Union Station était un hall caverneux, résonnant de marbre et de laiton. À cette heure, elle était peuplée principalement de navetteurs fatigués et de quelques sans-abri cherchant refuge contre la pluie. Flora gardait la tête basse, serrant la clé dans sa poche comme une arme. Elle trouva les vieux casiers de consignes près de la sortie ouest. Ils étaient vintage, principalement décoratifs aujourd'hui, mais certains étaient encore loués pour du stockage à long terme. Elle scanna les numéros. 300, 398, 400, 401, 402. C'était une petite porte métallique carrée à hauteur des yeux. Flora regarda par-dessus son épaule. Un garde de sécurité faisait sa ronde, faisant tournoyer une lampe de poche, mais il ne la regardait pas. Elle inséra la clé en laiton. Elle résista un instant, la poussière grinçant dans la serrure, puis tourna avec un clic satisfaisant. Flora retint son souffle et tira la porte. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de diamants. Posée dans le cube de métal poussiéreux se trouvait une seule enveloppe Kraft épaisse et un enregistreur vocal numérique, le vieux modèle du début des années 2000. Elle les saisit et les fourra dans son sac, refermant le casier d'un coup sec. Elle se sentait exposée, comme si un projecteur était braqué sur elle. Elle fit demi-tour
et marcha d'un pas rapide vers la sortie, son rythme cardiaque atteignant 140. Elle ne s'arrêta pas avant d'être de retour dans sa voiture, porte verrouillée. Elle alluma le plafonnier et déchira l'enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de plans. Ils ressemblaient à des schémas pour une machine. Attachés à eux se trouvaient des rapports d'inspection de sécurité datés de 2 semaines avant la mort de son père. Écrits à l'encre rouge en haut du rapport d'inspection se trouvaient les mots « Avertissement, dérivation de sécurité critique installée, ne pas faire fonctionner ». Au bas de la page, il y avait une signature autorisant la dérivation. La signature était dentelée, précipitée, mais lisible. Arthur Sterling. Et juste à côté, une co-signature, une qu'elle reconnut instantanément. C'était l'écriture de son père. John Jenkins. Flora eut le souffle coupé. Son père avait signé la dérivation de sécurité. Cela n'avait pas de sens. Son père était obsédé par la sécurité. Il l'obligeait à porter un casque juste pour faire du tricycle dans l'allée. Elle saisit l'enregistreur vocal. Elle vérifia les piles. Elle semblait neuve. Elle appuya sur lecture. Il y eut un sifflement de statique. Puis, une voix remplit la petite voiture. Ce n'était pas la voix d'Arthur Sterling. C'était celle de son père. Il paraissait plus jeune, mais terrifié. « Si tu écoutes ceci, Flora, cela signifie que je n'ai pas réussi à atteindre la police. Je veux que tu écoutes attentivement. Je n'ai pas signé ces papiers de mon plein gré. Ils ont un moyen de pression. Ils savent pour l'accident en 98. Celui dont je t'ai dit que c'était un cerf. Ce n'était pas un cerf. Arthur sait. Il s'en sert pour me forcer à neutraliser les sécurités afin qu'ils puissent atteindre le quota pour le contrat gouvernemental. » La voix sur la bande se brisa en un sanglot. « Je vais essayer de réparer la machine ce soir, avant que l'équipe ne commence. Si je ne rentre pas à la maison, ne fais pas confiance à l'entreprise. Et quoi que tu fasses, ne fais pas confiance à... » Clic. L'enregistrement s'arrêta brusquement. Flora fixa l'appareil. La pluie sur le toit ressemblait maintenant à des coups de feu. Son père n'était pas mort dans un accident. Il avait été assassiné ou envoyé à sa mort pour couvrir une violation de sécurité. Mais quel était l'accident en 98? Quel moyen de pression Sterling avait-il? Et pourquoi 10 ans plus tard, Arthur Sterling lui-même lui donnerait-il la clé pour trouver cette preuve? Un coup sec à la fenêtre côté conducteur fit hurler Flora. Elle se racle la gorge, lâcha l'enregistreur. Debout devant sa voiture, l'eau dégoulinant du bord d'un chapeau noir, se trouvait un homme. Ce n'était pas un flic. Il portait une veste en cuir foncé et avait une cicatrice traversant son sourcil. Il lui fit signe de baisser la vitre. Flora tâtonna pour le verrou de la porte, s'assurant qu'il était enclenché. Elle enfonça la clé dans le contact. Le moteur bégaya. « Allez, allez !» L'homme n'essaya pas de briser la vitre. Il tint simplement un téléphone contre la fenêtre. L'écran brillait. C'était un flux vidéo en direct. Il montrait l'intérieur d'un petit salon faiblement éclairé. Flora plissa les yeux. C'était son salon. Elle pouvait voir Madame Gable assoupie dans le fauteuil, et à l'arrière-plan, elle voyait la porte de la chambre de Maya s'ouvrir lentement. L'homme à l'extérieur de la voiture sourit. C'était un sourire froid, professionnel. Il cria à travers la vitre, sa voix étouffée par la pluie. « Monsieur Sterling veut récupérer sa propriété, Flora. Ouvrez la fenêtre ou mon ami à l'intérieur entre dans la chambre. » Le monde de Flora se réduisit à un seul point de terreur. Maya. Elle regarda l'enveloppe Kraft sur ses genoux, la preuve que Sterling avait tué son père. Si elle la rendait, la vérité mourrait à jamais. Si elle ne le faisait pas, sa fille était en danger. Elle regarda l'homme. Elle fit vrombir le moteur. « J'ai dit, ouvrez la fenêtre !» L'homme hurla, portant la main à sa veste. Flora n'ouvrit pas la fenêtre. Elle passa la marche arrière, écrasant l'accélérateur. Les pneus crissèrent sur le pavé mouillé. L'homme dut sauter en arrière pour éviter d'être frappé par le rétroviseur latéral. Elle tourna le volant, passa en marche avant et déchaîna la voiture hors du parking, brûlant un feu rouge
alors qu'elle s'insérait sur la route principale. Elle composa le 911 avec des doigts tremblants. Mais avant de pouvoir appuyer sur envoyer, un numéro inconnu s'afficha sur son écran. Elle répondit. « Ne vous avisez pas de la toucher » hurla-t-elle. La voix à l'autre bout était calme. C'était le baryton profond d'Arthur Sterling. « Intelligente, la petite, » dit Sterling. « Vous avez fui. Votre père se serait figé. »« Vous avez envoyé un homme chez moi. » Flora sanglotait, fonçant vers la maison. « Je ne l'ai pas envoyé, Flora, » dit Sterling. « Je vous ai envoyé la clé. Pourquoi enverrais-je un tueur pour récupérer une clé que je viens de vous donner? Réfléchissez. » Flora marqua une pause. Il avait raison. Cela n'avait aucun sens. « Alors, qui est cet homme ?»« Cet homme travaille pour mes associés, » dit Sterling. « Ceux qui ont réellement tué votre père. Et maintenant que vous avez ouvert ce casier, ils savent que vous avez la preuve. Si j'étais vous, je ne rentrerais pas à la maison. Ils vous y attendent déjà. Ma fille est là-bas. Votre fille est en sécurité. J'ai fait déplacer Madame Gable il y a 10 minutes. Si vous voulez qu'elle le reste, ne rentrez pas chez vous. Venez à l'hôtel Omni, chambre 712, seul. Pourquoi devrais-je vous croire ? Cria Flora. Vous êtes le méchant dans cette histoire. Je le suis, répondit sombrement Sterling. Mais en ce moment, je suis celui qui vous appelle. Je suis le seul qui puisse se permettre de vous garder en vie. Vous avez 10 minutes. La ligne se coupa. Les mains de Flora étaient glissantes de sueur sur le volant, alors qu'elle s'insérait sur l'autoroute I-5, fonçant vers le centre-ville. Les essuie-glaces balayaient d'avant en arrière, perdant la bataille contre l'averse torrentielle de Seattle. Elle avait besoin de savoir que Maya était en sécurité. Elle sortit son téléphone, risquant un regard sur la route, et appela Madame Gable. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. « Allô ?» La voix de Madame Gable était tremblante. « Madame Gable, où êtes-vous » hurla Flora, la voix brisée. « Êtes-vous à la maison ?»« Non, ma chère. Nous sommes dans une voiture. Une très belle limousine, » bégaya la femme âgée. « 2 grands hommes sont venus à la porte juste après ton texto. Ils ont dit qu'ils étaient de la sécurité privée de Monsieur Sterling. Ils ont dit qu'il y avait une fuite de gaz dans le quartier et qu'on devait évacuer immédiatement. Ils ont des badges, Flora. Ils nous emmènent au Four Seasons. » Flora sentit le sang quitter son visage. Une fuite de gaz. C'était un mensonge professionnel et fluide pour sortir sa fille de la maison sans faire de scène. Arthur Sterling avait kidnappé sa fille. Techniquement, il appelait ça de la protection, mais Flora savait ce qu'il en était. C'était un moyen de pression. « Passez-moi Maya au téléphone », ordonna Flora, essayant de masquer sa panique. « Non, maman. » La petite voix endormie de Maya résonna dans le haut-parleur. « On est dans une voiture chic, il y a une télé. » Flora étouffa un sanglot. « Je sais, bébé, je sais. Écoute-moi. Reste près de Madame Gable. Je viens te chercher bientôt. Sois bien sage pour moi. D'accord ? D'accord, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Flora raccrocha. La peur dans sa poitrine se changea en quelque chose de froid et tranchant. Sterling tenait son monde entre ses mains. Si elle voulait le récupérer, elle devait entrer dans l'antre du lion. Elle arriva à l'hôtel Omni 20 minutes plus tard. Elle ne s'embêta pas avec le voiturier. Elle laissa sa Honda Civic rouiller un peu de travers sur une place réservée aux membres Diamond et s'engouffra dans le hall. Elle portait toujours son uniforme de serveuse, pantalon noir et chemise blanche tachée de vin et de sueur. Elle ressemblait à une folle au milieu des lustres et des sols en marbre. Elle marcha vers l'ascenseur, ignorant le « Excusez-moi, mademoiselle » poli du concierge, et frappa le bouton du 7e étage. La chambre 712 était au bout d'un long couloir silencieux. Flora se tint devant la lourde porte en chêne. Elle toucha l'enregistreur dans sa poche, s'assurant qu'il était toujours là. Elle prit une inspiration, prête à se battre, à hurler ou à se racle la gorge suppliée. Elle frappa. « C'est ouvert », vint la voix profonde et étouffée de l'intérieur. Flora poussa la porte.
Ce n'était pas juste une chambre, c'était la suite présidentielle. Les lumières étaient tamisées. Un feu crépitait dans la cheminée à gaz, jetant de longues ombres dansantes sur les murs. Arthur Sterling était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier, face à la fenêtre, regardant la ville trempée par la pluie. Il ne portait plus sa veste de costume. Sa cravate était défaite et ses manches étaient retroussées. Pour la première fois, Flora ne le vit pas comme un titan de l'industrie, mais comme un vieil homme. Ses bras étaient minces, la peau comme du papier. Sur la table à côté de lui se trouvait une bouteille de whisky et un pistolet. « Fermez la porte », dit Sterling sans se retourner. Flora la ferma violemment et la verrouilla. « Où est-elle? Si vous touchez à ma fille... » Votre fille regarde des dessins animés et mange le service d'étage aux Four Seasons, sous la surveillance de 2 anciens Navy SEAL, interrompit Sterling en prenant une gorgée de sa boisson. Elle est plus en sécurité là-bas qu'elle ne l'a jamais été dans votre appartement plein de courants d'air. Flora marcha vers le centre de la pièce. Pourquoi? Pourquoi me donner la clé? Pourquoi m'envoyer au casier? Pourquoi m'entraîner là-dedans? Sterling fit enfin pivoter son fauteuil. Son visage était pâle, ses yeux enfoncés. « Parce que je meurs, Flora. » L'aveu resta suspendu dans l'air. « Cancer du pancréas. » Il continua en tapotant sa poitrine. 3 mois, peut-être 4. Quand un homme fait face à la faim, il commence à s'inquiéter du grand livre, des choses qu'il doit. « Vous me devez un père », cracha Flora s'approchant. « J'ai écouté la bande. Vous l'avez forcé à signer ses dérivations de sécurité. Vous l'avez tué. » « Je l'ai fait. » Sterling hocha lentement la tête. Il ne broncha pas. J'avais besoin que l'usine tourne à 110% de sa capacité pour obtenir un contrat de défense. Votre père était le seul capable de truquer les machines pour qu'elles chauffent autant sans faire sauter les disjoncteurs. Je l'ai forcé à le faire. Et quand la presse a explosé, j'ai payé le légiste pour qu'il regarde ailleurs. Flora ressentit une vague de rage si pure qu'elle faillit l'aveugler. Elle regarda le pistolet sur la table. Elle avait envie de s'en saisir. « Espèce de monstre », murmura-t-elle. « Oui, acquiesça Sterling. Mais je ne suis pas celui qui essaie de vous tuer ce soir. Ce serait mon associé, l'homme qui possède maintenant 60% de Sterling Holloway, Monsieur Charles Holloway. » Holloway. Flora fronça les sourcils. Je pensais qu'il était un associé passif. Il l'était, jusqu'à ce qu'il réalise que je mourrais et que je prévoyais de liquider l'entreprise pour créer une fondation caritative. Charles ne veut pas de charité. Il veut démanteler l'entreprise pour en vendre les pièces, mais il ne peut pas faire ça si l'EPA et le ministère de la Justice découvrent les violations de sécurité d'il y a 10 ans. Des violations qui sont documentées dans les papiers que vous tenez. Sterling pointa l'enveloppe Kraft dans la main de Flora. « Cette enveloppe, dit Sterling, est la seule chose qui empêche Charles de devenir milliardaire, et vous êtes la seule à pouvoir la remettre au procureur. Je l'ai gardée comme assurance. Maintenant, je vous la donne. »« Pourquoi ?» demanda Flora, la voix tremblante. « Pourquoi ne pas l'envoyer vous-même ? Parce que Charles surveille mon courrier. Il surveille mon téléphone. Il surveille mes médecins. Mais il ne surveille pas la serveuse du Gilded Fork. » Sterling offrit un sourire sombre et sans joie. « J'avais besoin d'un fantôme, quelqu'un d'invisible, quelqu'un avec un mobile. »« Vous m'avez utilisé, » dit Flora, réalisant la profondeur de sa manipulation. « Vous avez mis en scène cette scène au restaurant. L'impolitesse, le pourboire de $0. C'était du théâtre pour s'assurer que personne ne soupçonne que nous travaillions ensemble. Précisément. Et le pourboire de 0 a garanti que vous regarderiez le reçu de près. La colère est un excellent moteur de concentration. » Flora s'effondra sur le canapé en face de lui. C'était trop. L'homme à la gare, il travaille pour Holloway. Son nom est Kovitch. C'est un nettoyeur. S'il vous a trouvé au casier, cela signifie que Charles a de l'avance sur nous. Il sait que je vous ai donné la clé. L'expression de Sterling se durcit. Ce qui signifie que nous n'avons pas beaucoup de temps. Du temps pourquoi ? Pour expliquer le reste,
dit Sterling en se penchant en avant. Vous avez demandé au téléphone pourquoi votre père, un homme bon et moral, accepterait de contourner les protocoles de sécurité juste parce que j'avais un moyen de pression. Vous devez connaître la vérité sur 1998. Flora sentit un nœud d'angoisse se serrer dans son estomac. Elle se souvenait de son père comme d'un géant doux. Il sentait la graisse de moteur et la menthe poivrée. Il entraînait son équipe de softball. Il avait pleuré quand leur chien était mort. La bande disait qu'il avait eu un accident, dit doucement Flora. Il m'a dit qu'il avait heurté un cerf. Ce n'était pas un cerf, dit doucement Sterling. Il versa un deuxième verre de whisky et le fit glisser sur la table basse vers elle. Flora n'y toucha pas. C'était une nuit pluvieuse, un peu comme celle-ci, commença Sterling, fixant le feu. Novembre 1998. Votre père conduisait le camion de l'entreprise au retour d'une livraison. Il avait fait une double vacation. Il était épuisé. Il s'est endormi au volant pendant peut-être 2 secondes. Sterling marqua une pause. Il a dévié sur l'accotement de la route 9. Il y avait un garçon qui marchait avec son vélo. Il avait 17 ans. Flora couvrit sa bouche de sa main. Non. Votre père l'a percuté. Le garçon est mort sur le coup. C'était un accident, Flora. Mais votre père avait déjà eu une condamnation pour conduite en état d'ivresse dans sa vingtaine. Il a paniqué. Il savait qu'il irait en prison pour homicide involontaire. Il savait que vous et votre mère perdriez la maison. Alors il m'a appelé. Les yeux de Flora se remplirent d'or de larmes. Il vous a appelé. J'étais le seul en qui il avait confiance. Je suis allé là-bas avec une dépanneuse. J'ai vu le garçon. J'ai vu votre père s'effondrer sur le bord de la route. J'ai fait un choix. Votre père était le meilleur contremaître que j'ai jamais eu. Je ne pouvais pas le perdre au profit de la prison. La voix de Sterling tomba dans un murmure. J'ai fait disparaître la voiture. J'ai utilisé mes relations avec le shérif local, qui était sur ma liste de paix, pour conclure que la mort du garçon était un délit de fuite, causé par un camion inconnu. Nous avons enterré les preuves. Votre père est resté libre. Il a pu vous élever. Il a pu être le bon papa. Mais à quel prix ? Murmura Flora, l'horreur de la chose s'installant en elle. Tout a un prix, dit Sterling. À partir de cette nuit-là, je le possédais. Chaque fois que j'avais besoin d'heures supplémentaires, de réduire les coûts ou de silence, je n'avais qu'à mentionner la route 9. C'est pour ça qu'il a signé les papiers de dérivation. Flora, il n'avait pas peur pour son travail, il avait peur d'être séparé de vous. Flora resta assise dans un silence stupéfait. Son héros, son père, était un criminel, un lâche, et Sterling était le diable qui avait conclu le marché. Qui était le garçon ? Demanda Flora, la voix creuse. Sterling la regarda, les yeux pleins d'une pitié étrange et terrifiée. C'est la partie que Charles Holloway a découverte, dit Sterling. Le garçon était le neveu de Charles Holloway, le fils unique de sa sœur. Flora eut le souffle coupé. L'air quitta la pièce. Charles ne l'a pas su pendant des années, continua Sterling. Mais quand il a commencé à fouiller dans mes dossiers pour me forcer à quitter l'entreprise, il a trouvé mon grand livre personnel. Il a fait le lien. Il sait que j'ai couvert l'affaire, et il sait que votre père était le conducteur. Alors, ce n'est pas seulement une question d'affaires, réalisa Flora. C'est une vengeance. C'est le sang pour le sang. Sterling confirma. Holloway ne veut pas seulement l'entreprise. Il veut détruire tous ceux qui sont liés à cette nuit-là. Il a tué votre père. Ou plutôt, il a ordonné l'accident à la presse il y a 10 ans, dès qu'il a eu des soupçons. Et maintenant qu'il sait que vous déterrez le passé, il vous veut morte aussi. Crash. Le son vint du couloir. C'était le bruit distinct d'une lourde botte défonçant une porte, suivi d'un cri étouffé. Sterling releva la tête. La léthargie du vieil homme s'évanouit. Il saisit le pistolet sur la table. « Ils sont là !» siffla Sterling. « Kovitch a dû tracer votre téléphone. Je vous avais dit de l'éteindre. »
J'avais besoin d'entendre la voix de Maya, bégaya Flora, la panique montant. Debout maintenant, aboya Sterling. Il se leva, vacillant légèrement, mais se stabilisa. Il se dirigea vers un grand tableau représentant un navire sur le mur et tira le cadre. Le tableau bascula vers l'extérieur, révélant un coffre mural, mais ce n'était pas un coffre. C'était un monte-charge de service, un vestige de l'hôtel utilisé pour le service d'étage discret. Ça mène au niveau de la blanchisserie au sous-sol, dit Sterling, fourrant l'enveloppe Kraft plus profondément dans les mains de Flora. Vous y tenez, pas moi. Je ne vous laisse pas, hurla Flora. S'ils vous trouvent avec une arme, s'ils nous trouvent ensemble, nous mourrons tous les deux, et les preuves disparaissent. Sterling lui saisit les épaules. Sa prise était étonnamment forte. Vous devez apporter ça au procureur. Elle s'appelle Eleanor Vance. Non, attendez, oubliez les noms. Apportez-le simplement au bureau local du FBI. Allez. Mais Flora... Sterling la regarda dans les yeux. Votre père était un homme bon qui a fait une terrible erreur. Je suis un homme mauvais qui essaie de faire une seule bonne chose avant de mourir. Laissez-moi faire ça. Sauvez votre fille. Un énorme boom secoua la pièce. La porte principale de la suite éclata près de la serrure. « Ouvrez, sécurité !» rugit une voix. C'était l'homme de la gare. Se racle la gorge. Kovitch. Sterling poussa Flora vers la petite ouverture dans le mur. « Allez !» Et Flora, elle regarda en arrière, à moitié engagée dans le conduit sombre et exigu. Le pourboire. Sterling sourit tristement. « Quand tout sera fini, achetez-vous quelque chose de joli. » Il appuya sur un bouton au mur. Le tableau se referma, plongeant Flora dans l'obscurité. Elle entendit la porte principale s'effondrer. Elle entendit des voix crier. « Où est-elle, le vieux ?» La voix de Kovitch. « Elle a démissionné. » La voix de Sterling, calme et arrogante. « Le service ici est déplorable. » Bang. Bang. 2 coups de feu retentirent, puis le lourd bruit d'un corps frappant le sol. Flora plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer un cri, les larmes coulant sur son visage. Elle tremblait si violemment qu'elle faillit lâcher les câbles. Elle était seule dans le noir, glissant vers les entrailles de l'hôtel, serrant les preuves qui venaient de coûter la vie à 2 hommes. Elle toucha le fond avec un bruit métallique. La blanchisserie. Elle s'extirpa du conduit, tombant sur une pile de linge d'hôtel sale. La pièce était bruyante, à cause du vrombissement des séchoirs industriels. Personne n'avait entendu les coups de feu au 7e étage. Elle devait bouger. Elle devait atteindre le FBI. Mais alors qu'elle courait vers la sortie du quai de chargement, son téléphone vibra encore. Elle se figea. Ce n'était pas Madame Gable. Ce n'était pas un numéro inconnu. L'identifiant indiquait Charles Holloway. Elle fixa l'écran, le téléphone vibrant, lui donnant l'impression d'être une grenade dégoupillée dans sa main. Elle répondit sans dire un mot. « Miss !» se racle la gorge Jenkins, susurra une voix. Elle était lisse, cultivée et absolument terrifiante. « Je suppose que vous avez entendu le remue-ménage là-haut. C'est dommage. Arthur était un homme brillant, mais sentimental. » Flora s'élança, sortant des portes du quai de chargement dans la ruelle. La pluie la trempa instantanément. « J'ai les dossiers !» hurla Flora dans le téléphone, sa voix résonnant sur les murs de briques. « Je vais à la police. »« Je ne ferai pas ça, » dit Holloway. « Vous voyez, bien que les hommes d'Arthur soient effectivement d'anciens Navy Seals, ce sont aussi des prestataires, et j'ai payé le double. » Flora s'arrêta au milieu de la ruelle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je veux dire que je viens d'annuler la protection aux Four Seasons, » dit Holloway. « Madame Gable fait actuellement une sieste dans le hall. Mais la petite Maya, mes associés viennent de l'emmener manger une glace. Si vous allez à la police, au FBI, ou à qui que ce soit d'autre que moi, la petite fille disparaît. » Flora tomba à genoux dans l'eau sale de la ruelle. « S'il vous plaît, je vous en supplie. »« Apportez l'enveloppe à l'usine Sterling Holloway, » ordonna Holloway. « Le sol de la fonderie principale. Minuit. Venez seul, ou Maya paiera pour les péchés de son grand-père. » La ligne se coupa.
Flora regarda sa montre. Sandian chez Wufen. Se racle la gorge. L'usine était à 40 minutes. Elle se leva. La peur était partie. La tristesse était partie. Tout ce qui restait était la résolution froide et dure d'une mère qui n'avait plus rien à perdre. Elle marcha vers sa voiture, ouvrit le coffre et sortit le démonte-pneus. Ce n'était pas grand-chose comme arme, mais c'était lourd. « Vous me voulez ?» murmura-t-elle à la pluie. « J'arrive. » L'usine textile Sterling Holloway se dressait contre le ciel nocturne comme une cathédrale de fer et de briques en décomposition. Les cheminées, froides et dormantes pour la nuit, perçaient les nuages bas. La clôture en grillage était rouillée, mais le portail principal était entrouvert. Une invitation qui ressemblait plus à une gueule prête à se refermer. Flora éteignit les phares de sa Civic à 100 mètres. Elle agrippa le démonte-pneus, le métal froid et lourd dans sa paume. Il semblait dérisoire face à des armes et à l'argent, mais il était solide. Il était réel. Elle se glissa par le portail, la pluie collant ses cheveux à son crâne. Elle connaissait ce bâtiment. Enfant, son père l'emmenait ici le week-end quand il devait vérifier les chaudières. Elle se souvenait de l'odeur, soufre, graisse et poussière. Elle se souvenait de la disposition, les bureaux administratifs à l'avant, l'immense atelier de tissage au milieu, et la fonderie, l'usine à vapeur haute pression et le centre de traitement à l'arrière. C'est là que Holloway se trouverait. C'était le cœur de la machine. Elle navigua dans les ombres du quai de chargement, enjambant des palettes abandonnées. Le silence de l'usine n'était pas naturel. Elle aurait dû bourdonner avec l'équipe de nuit, mais l'atelier était vide. Holloway avait tout évacué. Il voulait de l'intimité pour une exécution. Flora trouva la porte latérale maintenue ouverte par une brique. Elle se glissa à l'intérieur. Le sol principal était une caverne d'ombre. Des métiers à tisser massifs trônaient silencieusement comme des bêtes endormies. Au-dessus, des passerelles quadrillaient le plafond, obscurcies par l'obscurité. Mais au centre de l'atelier de traitement, un seul projecteur cru perçait la pénombre. Sous la lumière se tenait Charles Holloway. Il portait un manteau en poil de chameau et tenait un parapluie noir, bien qu'il soit à l'intérieur. À ses côtés se tenait Kovitch, le tueur, tenant un pistolet muni d'un silencieux avec une indifférence décontractée. Et derrière eux, attaché à une chaise en métal sur une grille, suspendue au-dessus des fosses de refroidissement, se trouvait Maya. « Maman !» hurla Maya, sa voix résonnant sur les murs en tôle ondulée. Son visage était couvert de larmes, mais elle semblait indemne. « Lâchez-la !» La voix de Flora résonna. Elle s'avança dans la lumière, brandissant l'enveloppe Kraft de la main gauche, le démonte-pneu caché derrière sa jambe droite. Holloway sourit. C'était un sourire de grand-père, ce qui le rendait d'autant plus grotesque. « Ponctuel », dit Holloway, sa voix suave. « J'apprécie cela. Avez-vous eu du mal à nous trouver ?» J'ai dit « Lâchez-la ». Flora répéta en avançant jusqu'à être à 10 mètres. « J'ai ce que vous voulez. Les rapports d'inspection, les plans, l'enregistrement de mon père. » « Ah, l'enregistrement !» Holloway soupira en secouant la tête. John était toujours un peu dramatique. Il n'a jamais compris que l'industrie a besoin de lubrifiant. Parfois ce lubrifiant est de l'huile. Parfois c'est du sang. « C'était votre ami », cracha Flora. « Il a couvert votre neveu. Il a sauvé votre famille du scandale. Et je l'ai payé. » Holloway claqua, son calme se fissurant une seconde. « Je lui ai donné un travail à vie. Je l'ai gardé hors de prison. Mais il s'est découvert une conscience. Il voulait aller voir l'EPA au sujet des soupapes de dérivation. Il allait gâcher un contrat de défense de plusieurs millions de dollars parce qu'il s'inquiétait pour la sécurité. Il est devenu un boulet. » Holloway tendit une main gantée. « L'enveloppe, Miss Jenkins. Ensuite, vous prenez votre fille et vous partez. Je vous donnerai même une indemnité de départ. 50 000 $. Appelons ça un fonds de bourse d'études. » Flora regarda Maya. La petite fille tremblait. Flora regarda Kovitch. Le pistolet était pointé directement sur sa poitrine. Elle savait que Holloway mentait. Dès qu'il aurait l'enveloppe, Kovitch leur mettrait 2 balles
et jetteraient leurs corps dans les fosses de refroidissement. Ce serait un autre tragique accident industriel. Des intrus. Flora avait besoin d'un avantage. Elle scanna la pièce. À sa droite se trouvait le panneau de contrôle principal des étuves à vapeur haute pression. C'était un vieux panneau, cadran analogique, gros levier rouge. Elle se souvint de la bande. « Je vais essayer de réparer la machine ce soir, neutraliser les sécurités. » Son père n'avait pas seulement contourné les sécurités pour faire fonctionner la machine plus vite. Il l'avait truquée pour qu'elle tourne à plein régime. « Je veux la voir marcher vers la porte d'abord, » négocia Flora, se décalant légèrement vers sa droite. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » grogna Kovic, armant la glissière de son pistolet. « Très bien, » dit Flora, feignant la défaite. Elle abaissa l'enveloppe. « Mais vous devriez savoir qu'Arthur Sterling m'a dit quelque chose avant de mourir. » Holloway haussa un sourcil. « Oh, et qu'a dit le regretté Monsieur Sterling ?» Flora fit un autre pas vers le panneau de contrôle. Elle n'était plus qu'à 1 mètre maintenant. « Il a dit que vous n'aviez jamais compris les machines, Charles. Vous ne compreniez que les profits. » Holloway ricana. « Et, dit Flora, sa voix se durcissant, il a dit que vous ne reconnaîtriez pas une surcharge de pression, même si elle vous explosait au visage. » Flora s'élança. Elle ne courut pas vers Holloway. Elle jeta le lourd démonte-pneus de toutes ses forces, non pas vers les hommes, mais vers la soupape du tuyau de vapeur principal directement au-dessus de la tête de Kovic. Le démonte-pneus tourna dans l'air, un flou de métal rouillé. Il frappa le volant de décharge corrodé du tuyau de vapeur numéro 4, avec un fracas assourdissant. La soupape, déjà sous une pression immense à cause du système court-circuité, se cisailla. Un rugissement s'ensuivit. Un jet de vapeur surchauffée explosa vers le bas avec la force d'un moteur d'avion. Kovic hurla alors que le nuage blanc brûlant l'enveloppait. Il tira à l'aveuglette. Pan! 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 Mais les balles ricochèrent inoffensivement sur les machines. « Attrapez-la !» hurla Holloway, trébuchant en arrière, lâchant son parapluie alors que la pièce s'emplissait d'un brouillard brûlant et aveuglant. Flora n'hésita pas. Elle se laissa tomber au sol, rampant sous la couche de vapeur montante. Guidée par la mémoire et l'instinct, elle se précipita vers la grille où Maya était attachée. « Maman !» Maya criait, toussant dans la brume. « Je suis là, bébé, je suis là !» Flora atteignit la chaise. Ses doigts tâtonnèrent avec les épais colliers de serrage en plastique, retenant les poignets de Maya. Ils étaient trop serrés. Elle ne pouvait pas les briser. Du brouillard, une forme émergea. Kovic. Son visage était rouge vif, couvert de cloques et à vif à cause de la vapeur. Un œil était gonflé et fermé. Il ressemblait à un démon. Il leva son arme, visant la tête de Flora. « Espèce de... » Vlam! Une lourde chaîne en acier surgit de l'obscurité et frappa Kovic aux côtes. Il y eut un craquement d'os écœurant. Il se plia en deux, haletant, et s'effondra du côté de la grille, tombant de 3 mètres dans les ténèbres du drainage en dessous. Flora se retourna. Celle qui balançait la chaîne de levage n'était pas un sauveur. C'était juste la chaîne oscillant sous l'élan du jet de vapeur, frappant le gréement supérieur. De la chance, ou son père qui veillait sur elle. Elle s'en fichait. Elle ramassa un éclat de métal sur le sol, débris de la soupape explosée, et scia frénétiquement les liens. Crac! Les mains de Maya étaient libres. Flora la ramassa. « Agrippe-toi fort à mon cou. » Elle se tourna pour courir, mais le chemin vers la sortie était bloqué. Charles Holloway se tenait là. Il ne fuyait pas. Il tenait un revolver qu'il avait sorti de son manteau. Il paraissait débraillé, ses cheveux chers en bataille, ses yeux maniaques. « Vous avez tout gâché », siffla-t-il, braquant l'arme sur Flora et l'enfant dans ses bras. « Sterling a tout gâché. Votre père a tout gâché. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement mourir quand on vous le dit ?»« C'est fini, Holloway !» cria Flora, reculant vers la console de contrôle principale. La vapeur se dissipait,
Mais la machine gémissait. Les jauges de pression étaient dans le rouge. Le tuyau qu'elle avait brisé n'était qu'un évent. La chaudière principale s'approchait d'une défaillance critique. « C'est fini quand je le dis. » Holloway arma le chien. « Donnez-moi l'enveloppe. » Flora mit la main dans sa poche. Elle l'avait toujours. « Vous la voulez ?» hurla-t-elle. « Allez la chercher !» Elle ne la lui jeta pas. Elle se tourna et coinça l'enveloppe dans les engrenages du mécanisme de convoyeur exposé à côté d'elle. « Non !» Holloway hurla. Il s'élança vers l'avant, oubliant l'arme, oubliant le danger. Pour lui, cette enveloppe était sa vie, son argent, sa liberté. Il plongea la main dans les engrenages grinçants, ses doigts effleurant le papier alors que la machine le dévorait. Mais sa manche de manteau, ce précieux poil de chameau, se coinça dans les dents de la chaîne d'entraînement. La machine se moquait de sa valeur nette. Elle se moquait de son statut. Elle se contenta de tirer. Holloway hurla alors que son bras était happé dans le mécanisme. Le revolver tomba au sol. « Aidez-moi! Éteignez-la! Éteignez-la !» hurla Holloway, le visage déformé par l'agonie, alors que les engrenages broyaient sans relâche, l'attirant plus près des rouleaux compresseurs. Flora regarda le bouton d'arrêt d'urgence. C'était un gros bouton champignon rouge juste à côté de sa main. Elle regarda Holloway. Elle pensa à son père écrasé par une machine exactement comme celle-ci, parce que cet homme voulait économiser quelques dollars. Elle pensa à Arthur Sterling, se vidant de son sang dans une chambre d'hôtel. Se racle la gorge. Elle pensa à la peur dans les yeux de Maya. « Flora, s'il vous plaît !» Holloway supplia alors que la machine brisait son avant-bras. Flora couvrit les yeux de Maya et pressa son visage contre son épaule. « La dette est payée », murmura Flora. Elle n'appuya pas sur le bouton. Au lieu de cela, elle ramassa le revolver au sol, non pas pour l'utiliser, mais pour s'assurer qu'il ne le puisse pas, et s'enfuit. Elle sprinta à travers l'usine, le son des cris de Holloway se mêlant au grincement du métal de la machine agonisante. Se racle la gorge. Elles jaillirent par la porte latérale dans la nuit fraîche et pluvieuse, juste au moment où un boom massif secoua la terre. La chaudière principale, poussée au-delà de ses limites et obstruée par des débris, avait explosé. Des vitres volèrent en éclats. Une boule de feu jaillit du toit de la fonderie, illuminant l'asphalte mouillé. Flora ne regarda pas en arrière. Elle jeta Maya sur le siège arrière de la Civic, sauta au volant et démarra en trombe, les pneus fumant. Elle conduisit pendant 8 kilomètres avant de s'arrêter enfin sur le parking éclairé d'un dîner ouvert 24 heures sur 24. Elle coupa le moteur. Silence. Elle se retourna. Maya la regardait avec de grands yeux. « Est-ce que le méchant est parti ?» demanda doucement Maya. Flora prit une profonde inspiration tremblante. Elle tendit la main et pressa celle de sa fille. « Oui, bébé, il est parti. » Flora s'effondra contre le volant. Elle était couverte de graisse, de suie et de sueur. Elle avait perdu son travail. Elle avait perdu les preuves, déchiquetées dans la machine. Elle n'avait plus d'argent. Elle commença à rire. C'était un rire hystérique, entrecoupé de sanglots. Elle était vivante. Maya était vivante. Elle mit la main dans sa poche pour chercher un mouchoir, pour s'essuyer le visage. Sa main frôla quelque chose de dur et de froid. Ce n'était pas l'enregistreur vocal. Elle l'avait laissé dans la voiture avant d'entrer dans l'usine. Elle sortit l'objet. C'était la clé en laiton. La clé du casier 402. Elle fronça les sourcils. Elle avait vidé le casier. Pourquoi avait-elle toujours la clé? Puis elle se souvint des paroles d'Arthur Sterling dans la chambre d'hôtel. Le pourboire. Quand tout sera fini, achetez-vous quelque chose de joli. Et elle se souvint d'autre chose. Quand elle avait ouvert le casier à la gare, il y avait un faux fond dans la boîte. Elle ne l'avait pas vérifié parce qu'elle avait vu l'enveloppe et avait paniqué. Mais Sterling était un homme méticuleux. Il savait que les preuves pourraient être détruites. Il savait que Holloway pourrait gagner la bataille pour les papiers. Flora passa la première. « Où allons-nous, maman ?» demanda Maya. « Un dernier arrêt, » dit Flora. « Ensuite,
Nous allons à Disneyland. Le soleil commençait à peine à teinter l'horizon de nuances de violet et d'orange quand Flora se gara à nouveau sur le parking d'Union Station. La pluie s'était enfin arrêtée, laissant la ville récurée et sentant le pavé mouillé. Maya dormait profondément sur le siège arrière, serrant sa ceinture de sécurité comme un ours en peluche. Flora verrouilla la voiture et entra dans la gare. Ses jambes semblaient de plomb, mais son esprit vibrait d'une étrange clarté cristalline. Elle s'approcha du mur de casier. Le garde de sécurité de tout à l'heure était parti, remplacé par un concierge passant la serpillière, qui ne lui jeta même pas un regard. Flora inséra la clé en laiton dans le casier 402. Pour la deuxième fois, se racle la gorge. Nuit. Elle ouvrit la porte. C'était vide. Seule la poussière dessinait le contour de l'endroit où l'enveloppe Kraft s'était trouvée. Pendant une seconde, la panique flamba. L'avait-elle imaginé? Sterling avait-il menti? Elle passa la main à l'intérieur, ses doigts tâtant le fond de métal froid de la boîte. Elle sentit une minuscule rainure le long du bord arrière. Elle enfonça son ongle dedans et tira. Clic. Un faux fond se souleva. Le souffle de Flora s'arrêta. Sous la plaque métallique reposait une épaisse enveloppe blanche et une petite clé USB argentée. Elle les sortit et s'appuya contre les casiers, les mains tremblantes alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un seul chèque. C'était un chèque de banque tiré du compte de capitaux privés personnels d'Arthur Sterling. Il était libellé au nom de Flora Jenkins. Elle regarda le montant. Elle dut cligner des yeux et regarder à nouveau. 5 millions de dollars. Attaché au chèque se trouvait un post-it avec cette même écriture pointue et dentelée. Un pourboire de 20% sur une facture de 25 millions de dollars. Le montant que j'ai volé au fonds de pension et au budget de sécurité de votre père. La dette est payée. La clé USB contient les copies numériques de chaque document. Envoyez Holloway en enfer et emmenez votre fille à la plage. Flora glissa le long des casiers jusqu'à toucher le sol. Elle serra le chèque contre sa poitrine et pleura. Pas de peur cette fois, mais d'un soulagement si profond qu'elle avait l'impression que ses os fondaient. Le cauchemar était fini. Holloway n'était plus là. L'usine était détruite. Et les preuves sur la clé USB garantiraient que tout ce qui restait de la fortune de Holloway serait saisi par le gouvernement et son nom ruiné à jamais. Mais plus important encore, Maya était en sécurité. Les traitements respiratoires, les dettes, les avis d'expulsion, tout cela n'était plus que cendre dans le vent. Désormais, Flora retourna à la voiture. Elle monta et regarda sa fille endormie dans le rétroviseur. Elle sortit son téléphone de sa poche. Elle avait une dernière chose à faire. Elle appela le restaurant. « Gilded Fork, ici Rick », répondit la voix irritable du gérant. « On est fermé. Qui est-ce » ? « C'est Flora, dit-elle, la voix assurée et calme. « Flora, tu es partie en plein milieu d'un service. Tu as brisé un verre. Tu as une idée des ennuis que tu vas avoir. Ne te donne pas la peine de venir demain, à moins que tu ne veuilles être virée. » Flora sourit. Elle regarda le chèque sur le siège passager. « Je ne viendrai pas demain, Rick, ni les jours suivants. Tu démissionnes ? Très bien. Bonne chance pour trouver un job qui tolère ton. » « Rick, » l'interrompit Flora. « Quoi ? » ?»« Vérifie la table 4, dit Flora. « Je t'ai laissé un pourboire. » Elle raccrocha et jeta le téléphone sur le siège passager. Elle enclencha la vitesse. « Maman !» s'agita Maya à l'arrière. « On rentre à la maison ?» Flora regarda le lever du soleil explosant sur la ligne d'horizon de Seattle. Elle pensa à l'appartement sombre et exigu avec les murs moisis. « Non, bébé, » dit Flora, des larmes de joie coulant sur son visage. « On va aller manger des pancakes, et ensuite, on va trouver une nouvelle maison. Une vraie. » Elle s'éloigna de la gare, laissant la ville et les fantômes du passé derrière elle, conduisant vers un avenir qui était enfin, véritablement, le sien. Et c'est ainsi qu'une serveuse a transformé un pourboire de $0 en une nouvelle vie.
C'est un rappel que parfois, le client le plus impoli peut mener une bataille dont nous ne savons rien, ou porter un secret qui pourrait tout changer. Se racle la gorge. Flora Jenkins ne retourna jamais servir aux tables. Elle utilisa l'argent pour soigner sa fille et créa une fondation pour la sécurité au travail au nom de son père. Quant au Gilded Fork, eh bien, la légende dit que Rick continue de hurler sur les commis. Qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé cette clé? Seriez-vous allé au casier ou l'auriez-vous jeté pour rentrer chez vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous voulez d'autres histoires émouvantes et pleines de rebondissements comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine.